Cette fois, on rentre dans le vif du sujet, on va parler du stress et du système nerveux. Très rapidement, si tu arrives sur cette chaîne et si tu commences par cette vidéo, je suis Anna, sophrologue, thérapeute intégrative. C'est avec ces casquettes-là que je viens te parler du stress. Je t'incite très fort à aller regarder les 2 premières vidéos si tu ne les as pas vues avant. Alors juste avant qu'on commence, je te propose de faire une très courte écoute. On en a fait déjà une longue, un peu longue, dans la fois précédente. Je serais ravie d'ailleurs d'avoir tes retours sur cette écoute, que les sensations et les impressions aient été agréables ou désagréables. Tout est intéressant pour toi et aussi pour moi. Ça me permettra aussi éventuellement de répondre à tes questions si tu en as. Donc là, ça va être très très court. Je te propose de simplement te connecter à tes points d'ancrage. Tu sais un peu ce que c'est maintenant normalement, tu te connectes à tout ce que ton corps touche. Si tu es assis, ça va être tes fessiers contre ton siège, ça va être tes pieds déposés au sol, donc la plante des pieds ou certaines zones de ton pied qui sont en contact avec le sol. Si tu es debout, ça va sans doute aussi être ta plante des pieds, ça va être le poids de ton corps qui se répartit sur ces 2 plantes de pied. Et puis, que tu sois assis ou debout, tu as aussi peut-être des points de contact de tes mains avec tes genoux, tes cuisses ou de tes bras déposés le long de ton corps. Tous les points de contact, tout ce qui touche et tout ce qui peut se déposer. Au passage, tu peux relâcher un peu tes épaules si tu observes qu'elles sont montées en tension. Tu peux aussi observer ta respiration, comment tu respires là tout de suite. Observe le rythme de cette respiration, observe sa profondeur, ne change rien, observe. Et peut-être que tu observes en ne touchant à rien, que tout seul, ça se modifie juste avec ton observation. Pas besoin d'intervenir, contente-toi d'observer. Ok. 2 observations encore que j'aimerais que tu fasses rapidement. Qu'est-ce qui en toi est tendu? Qu'est-ce qui en toi est détendu? Donc tu vas aller à l'intérieur, regarder un petit peu toutes les parties de ton corps et surtout les sentir et aller sentir quelles parties de ton corps sont tendues et quelles parties de ton corps sont détendues. Certaines parties de ton corps doivent être toniques pour maintenir ta posture. D'autres parties de ton corps sont en tension, mais c'est pas très utile. C'est juste des tensions qui sont là, sans trop de raison, sans trop d'utilité en tout cas. Et puis certaines parties de ton corps sont peut-être détendues et c'est intéressant d'aller observer ça aussi. Ça, c'était pour la première observation. Deuxième observation, mesure ton niveau d'énergie ou de fatigue, ton niveau global. Et là encore, tu peux aussi aller observer si peut-être certaines parties de ton corps sont fatiguées et d'autres non. Va vérifier, avec curiosité, sans jugement, comme un explorateur, comme une exploratrice, commencer à l'intérieur. Et peut-être que tu vas découvrir que certaines parties de ton corps sont en forme, tandis que d'autres sont fatiguées. Là, on va dans le détail. Ok. Je t'invite à te reconnecter à ton monde extérieur. Reste connecté tant que possible avec ton monde intérieur. On va commencer par un petit peu de théorie, parce que c'est important que tu comprennes à quoi on a affaire quand on parle de stress. Et puis, en fin de vidéo, si on a le temps, je te transmettrai quelques mouvements bizarres pour te permettre de redevenir un peu bizarre. Pourquoi je te dis ça? Parce que bizarrement, dans notre société, si tu es connecté à ton corps et si tu es connecté à tes instincts, ça te rend un peu bizarre. Si tu fais des mouvements dont ton corps a besoin, c'est pas forcément des mouvements qui sont dans le cadre des mouvements autorisés, admis, acceptés par la société, et du coup ça fait de toi quelqu'un d'un peu bizarre. Alors évidemment ces mouvements tu pourras les faire
en trouvant des moments tranquillement chez toi, solo, à l'abri des regards. Mais en tout cas, voilà, moi, mon job, c'est de te transmettre de quoi retourner à un petit peu plus d'instinct, un peu plus de fluidité dans ton corps. Et ça va en passer par un peu de bizarrerie. Parce que c'est peut-être pas finalement un signe de bonne santé que d'être trop normal dans cette société. Allez, c'est parti pour la théorie. Le stress, c'est quoi? Je te laisse réfléchir un moment. On le vit tous, on en parle tous. Est-ce qu'on sait ce que c'est? Est-ce que c'est cool? Est-ce que c'est pas cool? J'aime pas, façon émoticône Facebook. Bon, je te la fais courte. Il existe, pour simplifier, 2 types de stress. Il y en a un que t'aimes pas, évidemment, mais il y en a un qui est très utile. Et celui-là, on aurait tort de vouloir s'en priver. Alors je vais commencer par le bon stress. Pense à l'acteur qui a le trac juste avant de monter sur scène. Ensuite, il va délivrer le meilleur de lui-même. De la même façon, pense aux sportifs de haut niveau, juste avant un grand match ou avant de monter sur le ring. De la même façon, hein, ça va être pour livrer une performance. Plus radical, tu as peut-être déjà entendu ce type d'information, ça existe, c'est réel. Pense à la mère de famille lambda qui est capable de soulever à main nue une voiture pour libérer son enfant qui est coincé en dessous. Ça, c'est le bon stress. Ça te donne littéralement des super pouvoirs. Le stress va mobiliser dans ton corps toute l'énergie nécessaire et tout ton focus, toute ton attention, toute ta concentration pour réagir rapidement face à un danger. C'est ton système d'adaptation. Tous les organismes de cette terre vivent le stress. Les plantes vivent le stress, les animaux, évidemment, vivent le stress. Même les organismes unicellulaires vivent le stress. A priori, c'est ce qui a permis l'évolution de la vie sur cette terre. Alors concrètement, pour toi, humain, ce stress-là, il va se déclencher quand? Quand il va se passer un truc, donc un événement à l'extérieur, dans ton monde extérieur, et que tu vas percevoir cet événement comme dépassant tes ressources actuelles. Ou, en tout cas, challengeant tes ressources actuelles. Pour mieux identifier le stress et les situations qui peuvent te mettre dans ce type de stress, je vais te partager un acronyme simple, efficace, ciné, comme quand tu vas au cinéma. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une neuroscientifique, Sonia Lupien, qui a fondé notamment le centre d'études sur le stress humain. Donc ciné, c'est comme contrôle. Ce que tu contrôles peu ou pas du tout. Par exemple, tu es dans un embouteillage, tu peux pas faire grand-chose, tu es coincé, t'as pas le contrôle, ça peut générer du stress. I, comme inattendu, imprévu, quelque chose que t'as pas vu venir, que t'as pas pu anticiper, et ou dont tu n'es pas capable de prévoir le résultat. N, comme nouveauté, une situation nouvelle, un nouveau boulot, une nouvelle maison, une nouvelle relation amoureuse, voilà, une situation nouvelle pour toi. E, et E, comme ego, une situation qui va mettre un peu à rude épreuve ton ego. Par exemple, qui va te challenger dans tes compétences, hein, si c'est un nouveau boulot, qui va possiblement amener des doutes, amener de la remise en question, etc. Ces 4 critères provoquent inévitablement du stress et les symptômes associés au stress, hein, puisque avec les hormones du stress, il y a aussi des changements physiologiques qui vont se faire que tu connais sans doute très bien.
plus il y a de ces aspects, donc par exemple s'il y en a 2 ou 3 pour une situation donnée, plus ton niveau de stress augmente. Je te donne les critères du bon stress parce que ça va permettre de comparer et de distinguer avec le mauvais stress. Le bon stress est ponctuel. C'est une quantité d'énergie mobilisée pour un temps court pour répondre à cette situation, là, ce fameux événement déclencheur. Une fois que l'événement est passé, une fois que tu as dépassé la situation, normalement, ça s'arrête. Tu retrouves un état de détente, de repos. Je ne vais pas rentrer dans des grosses considérations scientifiques aujourd'hui, j'y reviendrai peut-être, mais pour te la faire très très courte, on a sur notre système nerveux ce qu'on appelle le mode parasympathique et le mode sympathique. Donc quand on est dans le mode sympathique, là c'est le corps qui s'active, hein, c'est un peu comme la pédale d'accélérateur pour faire des choses, pour réagir vite, efficacement. Et puis, une fois qu'on a fait ce qu'il fallait faire, une fois qu'on a eu notre dose de stress qui nous a permis de faire ça, on repasse en mode parasympathique, le mode du repos, que tu connais la nuit quand tu dors, mais que tu connais aussi à plein de moments de ta journée quand tu n'as plus besoin d'être sous cette impulsion du stress. Finalement, c'est la pédale de frein, le mode parasympathique. Et tu vas jouer comme ça avec les 2 pédales tout au long de ta journée et entre tes journées et tes nuits. Donc ça, c'était le premier critère du stress, du bon stress. C'est que c'est ponctuel, ça ne dure pas dans le temps. Deuxième critère, c'est donc en rapport réel, objectif, avec un événement déclencheur. Cet événement déclencheur vient te demander de réagir, vient te demander de t'adapter objectivement. Et c'est ce que tu fais. Et ensuite, tu peux repasser au mode repos. Troisième critère, ce stress te donne les moyens de réagir efficacement. Tu en fais quelque chose de toute cette énergie mobilisée. Ça, c'est pour le bon stress. Et bien, on va reprendre à peu près exactement les mêmes points, mais à l'inverse, pour ce qu'on appelle le mauvais stress et ce qu'on appelle en fait en termes scientifiques le surstress ou stress chronique. Stress chronique, pourquoi? Parce que ça dure dans le temps et on n'arrive plus à en sortir. Et donc le premier critère du mauvais stress, c'est exactement celui-là, c'est que c'est un stress qui dure dans le temps, dont tu ne sors pas. Tu as eu beau avoir dépassé l'événement stressant, si événement stressant déclencheur il y a eu, parce que des fois il n'y en a même pas, en fait tu es encore dedans, tu n'arrives plus à en sortir. C'est comme si tu étais coincé sur la pédale d'accélérateur finalement. Deuxième critère du mauvais stress, il n'est plus corrélé à un événement déclencheur, ou alors, en tout cas, de façon complètement disproportionnée. Et parfois, il n'y en a même pas. Hein. Voilà. Donc ça peut être en lien avec ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Et dans le cas d'un stress post-traumatique, des événements anodins de ta vie quotidienne ou des motifs particuliers, un son, une odeur, une situation peuvent déclencher une quantité de stress énorme, pas du tout appropriée pour répondre à la situation donnée. Ça, c'est déjà dans un cadre traumatique. Mais cela dit, tu vas peut-être te rendre compte qu'en fait, on est beaucoup à être impacté par des traumas sans même s'en rendre compte. Troisième critère du mauvais stress, il te paralyse. Et c'est le pire état possible pour répondre au stress. J'essaye de faire court parce que j'ai beaucoup de choses à te dire dans cette vidéo. Il y a 3 réponses connues, définies du stress. La fuite, le combat, ou alors, la pire des 3, l'inhibition de l'action. On a fait des expériences sur des rats à une certaine époque, je t'en parlerai peut-être un jour, mais qui montrent très très clairement que dans les 2 premières situations, si le rat réagit au stress par le combat ou par la fuite, il s'en sort plutôt bien au niveau de la santé. Par contre, s'il répond
en ne répondant pas finalement, en ne pouvant rien faire et en ne faisant que subir, dans ces cas-là, sa santé est fortement impactée. Cet état de stress qui te met sur la durée en état de paralysie et de dissociation, en général ça va ensemble, bon, c'est un indicateur que tu es dans le cas de figure du mauvais stress et effectivement que c'est pas terrible. Quatrième critère, c'est ce que je suis en train de t'exposer là tout de suite, c'est que ce stress-là finit par avoir un impact sur ta santé globale et je te parle autant de ta santé physique que de ta santé mentale, évidemment. Je ne vais pas te faire une liste de toutes les maladies qu'on peut se générer avec ce type de stress, mais elles sont nombreuses. Ok, là, tu es capable maintenant de bien distinguer le stress chouette, qui te permet de faire plein de trucs en mode super pouvoir, et le mauvais stress qui lui est plutôt pas terrible pour ta santé et dont il faudrait arriver à se prémunir. Je vais te donner des exemples pour que ce soit un petit peu clair pour toi dans quelle situation tu peux te retrouver dans du mauvais stress. Je te prends une image. En gros, le stress, c'est que tu marches tranquillement et d'un coup tu arrives à une marche devant toi qui est très très haute. Et tu n'as jamais grimpé une marche aussi haute. Première fois de ta vie que tu dois grimper une marche aussi haute. Je te laisse repenser à l'acronyme que je t'ai donné un peu plus tôt dans cette vidéo, ciné. Bon, bah là, on est sur de la nouveauté. On est peut-être sur de l'imprévu. Tu n'es pas capable de savoir si tu vas réussir à la grimper en 1 ou 2 jours. Tu n'es pas capable de savoir quel sera vraiment le résultat de cette affaire-là, mais tu vas essayer de la grimper. Et puis, tu n'as pas forcément de contrôle sur le moment où cette marche arrive dans ta vie. Voilà, ça peut aussi activer un stress supplémentaire. Et puis, qu'est-ce qui me manque? La nouveauté, l'ego, peut-être que des gens te regardent pendant que tu grimpes cette marche et que ça te met une petite pression supplémentaire. Et là, on a nos 4 lettres qui sont mobilisées sur cette grosse marche. Bon, tu te relèves les manches et t'y vas. Et tu grimpes, et tu trouves le bon mouvement, hein, c'est technique, tu n'avais jamais fait ce genre de mouvement avant, et tu vas la grimper cette marche. Tu vas peut-être galérer, échouer 1 ou 2 fois, et puis finalement tu y arrives, et là, victoire, super. Tu arrives en haut de ta marche, tu fais une belle posture de la victoire, tout le monde t'applaudit, et la vie continue. Tu peux te reposer, hein, tu peux savourer ce moment, et donc retourner dans ton mode parasympathique, fêter la victoire avec des amis, pourquoi pas, et ta vie continue. Ça, c'était le cas de figure idéal du bon stress. Ok, allons voir du côté du mauvais stress. Tu arrives devant cette grande marche, la même situation, première fois que tu dois faire ça, tu n'es pas sûr d'y arriver, et là, les bras t'en tombent. Qu'est-ce qui se passe? Je vais t'énumérer plusieurs possibilités. Première possibilité, il te manque des ressources pour y arriver, objectivement. Peut-être que... alors, on va sortir un petit peu de l'image de la marche pour te ramener à des situations réelles de ta vie à toi. Peut-être que cette grosse marche, c'est un projet que ton patron te demande de réaliser dans un temps bien trop court par rapport au temps qu'il faudrait. Tu dois faire un truc en 2 jours alors qu'il en faudrait 5. Peut-être que cette grosse marche, c'est qu'il te faudrait un budget de 5 000 € et que tu as seulement un budget de 1 000 € et que tu dois te débrouiller avec ça. Peut-être que cette grosse marche, c'est que tu n'as pas les compétences, objectivement, pour gravir cette grosse marche. Donc on te demande de faire un truc qui est hors de ton cadre de compétences. Ça nécessiterait une formation supplémentaire, hein. On peut toujours augmenter son niveau de compétence sur un sujet donné, mais tant que tu ne les as pas, tu vas être en grosse galère pour accomplir ta mission. Ça peut être que tu dois accomplir une mission où il faudrait 3 personnes et tu es tout seul. Voilà, c'est des situations vraiment où objectivement, tu n'as pas les ressources suffisantes pour gravir la marche. Dans ce cas-là, tu vas déclencher du stress, tu vas te mettre en mode super pouvoir et peut-être que tu vas réussir à la gravir cette marche. Et ça va être fatigant.
et tu vas arriver au bout, super. Mais attention, parce que si on te demande d'en remonter encore une deuxième et une troisième et une quatrième de la même façon, avec pas les conditions suffisantes pour le faire, ton système nerveux va s'épuiser. Risque de burn-out. Ça, c'était un premier cas de figure. Deuxième cas de figure. Tu arrives devant cette grande marche. Toujours la même situation, à l'identique. Sauf que cette fois, tu as objectivement les ressources pour la gravir. Certes, c'est nouveau, c'est imprévu, ton ego est un peu challengé, tu n'as pas de contrôle sur la situation, il faut que tu la gravisses maintenant. Ok, il y a tout ça qui t'active ton stress, mais normalement, tu as les ressources pour le faire, tu peux y arriver. Sauf que tu manques de confiance en toi, voire tu manques d'estime de toi. On est d'accord que c'est pas objectif. C'est juste ta perception de toi-même qui est un peu défaillante. Et tu as l'impression de ne pas être à la hauteur, ou en tout cas d'être vraiment mis très très en danger, parce que à l'intérieur de toi, tu ne te sens pas à la hauteur. L'estime de soi, c'est un peu profond, donc effectivement, ça peut être bien de se faire accompagner. Si vraiment c'est une situation récurrente dans ta vie, si ça devient un handicap pour toi, et si ton système nerveux est mis à très rude épreuve, il est peut-être temps de songer à te faire accompagner. La confiance en soi, c'est un peu plus facile à aborder et à régler. Parce que de toute façon, dès l'instant que tu vas commencer une nouvelle activité dans laquelle tu n'as pas encore pris tes marques, ta confiance en soi va être remise en cause. Tu peux être très très bon pour faire le meilleur gâteau au chocolat du monde, et puis tu n'as jamais fait de roller de ta vie, et le jour où tu dois te mettre à faire du roller, tu démarres à zéro comme tout le monde, et donc c'est normal que tu n'aies pas encore confiance en toi. Ça va venir en prenant la confiance justement, en essayant, par essai, erreur, tu vas peut-être tomber 2-3 fois, tu vas prendre tes marques et au bout d'un moment, la confiance va venir. C'est comme ça qu'on l'a créé, la confiance. En gros, tu vas gravir des plus petites marches avant de gravir cette grosse marche. Ça, c'était le deuxième cas de figure. Troisième cas de figure. Et celui-là, il est très intéressant parce qu'on vient un petit peu dans le cœur du sujet que je vais aborder avec toi. Tu as accumulé une quantité d'émotions que tu n'as pas été capable de décharger au fur et à mesure parce que tu ne sais même pas comment faire. Et les émotions, c'est du stress. Chaque émotion génère du stress en fait. Chaque émotion va avoir un impact physiologique, va sécréter des hormones qui vont avoir des effets sur ton corps, des effets sur ton état, des effets sur l'énergie qui est mobilisée en toi. Et à force d'accumuler ces émotions-là sans les décharger, tu restes en tension. Et à force de rester en tension, ton système nerveux s'épuise. C'est comme... c'est un exemple qui n'est pas super approprié parce que finalement, je ne sais pas si ça fonctionne très bien comme ça, mais imagine, c'est comme ton téléphone avec toutes les applis ouvertes à la fois en permanence. Et toutes les applis qui sont en train de turbiner au maximum en permanence. La batterie va se décharger très très vite. Et donc, toi, tu arrives devant cette grande marche et ta batterie est à moitié à plat. Et c'est normal que tu ne te sentes pas très opérationnel pour la gravir. Sur ce dernier point, je vais rajouter à nouveau la question des traumas, parce que bien évidemment, quand on a engrammé dans le corps des charges émotionnelles reliées à ces fameux traumatismes, et quand on n'a pas été capable de libérer ces charges émotionnelles, elles sont encore là. Donc elles viennent aussi pomper sur ta batterie d'énergie. Et je peux t'assurer que quand un traumatisme n'a pas été résolu, dans tous les cas, il est encore engrammé dans ton corps. C'est là encore que tu comprends à quel point l'esprit et le corps sont liés, et il faut aller bouger des choses d'un côté et bouger des choses de l'autre, parce que les deux sont reliés. Petit point rapide sur les émotions et en tout cas sur la charge émotionnelle. Je referai une vidéo à part entière pour les émotions parce que j'aurai beaucoup à te dire sur le sujet et que ça mérite largement une vidéo. Peut-être même que je t'en ferai une pour chaque, on verra. Je ne sais pas encore exactement, mais en tout cas c'est un gros sujet. Ce que je vais te dire aujourd'hui concernant les émotions, c'est que normalement, naturellement,
une émotion est faite pour être vécue dans son cycle complet. Le cycle complet, ça veut dire que sur les émotions en général, alors je mets la tristesse à part, mais sur les autres émotions, tu vas avoir une montée en tension. Et quand je te dis que ton corps mobilise de l'énergie, ton corps est aussi en train de créer des tensions et ça va ensemble pour réagir fort. Tu arrives à un point de tension qui va culminer et à ce moment-là, tu vas pouvoir utiliser toute cette énergie-là pour faire quelque chose, pour réagir vite, efficacement. Je te ramène au temps des cavernes. Tu es tranquillement en train de te promener pour aller cueillir des baies sauvages. Quand soudain, tu tombes nez à nez face à un tigre à dents de sabre. Et voilà, ni une ni deux, tout ton corps se met en branle, tout ton système hormonal va déclencher, faire passer dans ton système sanguin de l'adrénaline et puis peu de temps après de la cortisol pour aller t'activer et que tu réagisses fort. Au niveau de tes symptômes physiques, il va se passer plein de choses. Tu vas avoir la respiration qui va se modifier, ton cœur qui va battre plus vite, tes artères qui vont peut-être s'ouvrir davantage pour laisser passer plus de sang et apporter du glucose dans tes muscles, ton système digestif qui va complètement se couper parce que c'est pas du tout le moment là de digérer, on va réquisitionner toute l'énergie pour réagir très fort, pour te permettre soit d'attaquer la bête sauvage, soit de fuir, courir très vite, éventuellement grimper dans un arbre, en tout cas de sauver ta peau. Éventuellement, pour certains animaux, il y a un autre mécanisme que tu as peut-être observé si tu regardes des documentaires animaliers. Donc c'est beaucoup les proies qui font ça avec les prédateurs. Le principe de faire le mort. Donc, tu cours et puis au bout d'un moment tu te rends compte que tu vas pas réussir à aller assez vite pour t'en sortir. Donc tu tombes net sur le sol comme si tu étais mort. Chez certains animaux ça peut être assez spectaculaire, le corps peut complètement se raidir, se durcir, ils peuvent même dégager une odeur de mort. En général, c'est suffisant pour que le prédateur se demande un petit peu ce qui se passe, renifle, se dise que c'est bizarre et continue son chemin en laissant tomber sa proie. Alors, je te fais la parenthèse ici. On retrouve bien les mécanismes du stress que je t'ai décrits, l'attaque, la fuite ou l'inhibition de l'action qui peut être faire le mort. Si tu regardes ces animaux qui font le mort jusqu'au bout, quand le prédateur est suffisamment loin, ils se remettent en mouvement et leur premier mouvement, ça va être des tremblements. Et leur corps va être saisi de convulsions et de tremblements qui vont permettre de relâcher la charge de stress accumulée. Donc l'émotion, dans son cycle complet, c'est ça. Monter en tension, tu arrives avec une certaine quantité d'énergie que tu vas pouvoir libérer, soit pour courir très vite, soit pour attaquer, soit éventuellement, si tu ne peux rien faire à part faire le mort, il faudra plus tard que ce soit relâché de toute façon. Et dans la nature, ça se fait de façon très fluide, très naturelle. Les enfants aussi savent faire ça très bien. Comme je te le disais dans une précédente vidéo, ils vont passer très naturellement du rire aux larmes, à la colère, et ça va être très fluide. Et leur corps, finalement, va en permanence relâcher l'excès d'énergie d'une façon ou d'une autre. Ça peut être par des larmes, ça peut être par des cris. Voilà, ça se fait de façon très naturelle. Bon, et puis nous, on nous a vite appris, et les enfants, on leur a vite appris que c'était pas OK et qu'il fallait contrôler. Ça, je te l'avais déjà dit dans la précédente vidéo. Alors, le problème, dans notre vie moderne d'adulte du 21e siècle, c'est que dans une situation stressante, qui en tout cas nous stresse, c'est plus forcément adapté, approprié de réagir en mode fuite, attaque, inhibition de l'action. Si je te mets dans une situation d'entretien d'embauche, ça n'a pas forcément beaucoup de sens de quitter la salle précipitamment, de courir à toute vitesse et d'aller grimper dans un arbre. Ça n'a pas plus de sens de sauter à la gorge de ton employeur potentiel et de commencer à l'étrangler. Ça ne va pas
améliorer ton cas. Et donc, ce que tu fais, bien logiquement, c'est que tu prends sur toi ce stress. Tu accumules les tensions. Ok, tant mieux. J'ai envie de te dire, c'était pas nécessaire d'aller dans un arbre et c'était pas encore moins nécessaire d'aller étrangler ce monsieur qui est devant toi et qui peut-être cherche juste à t'employer. Mais alors, tu en fais quoi après de ce stress accumulé? Je te mets dans une autre situation encore de ta vie de tous les jours. Tu es un adulte, bien intégré dans la société. Le matin, tu prends ta voiture, tu es un peu en retard. Premier stress, hein, zut, je suis en retard, je suis censée arriver à 8h30 et il est 8h30. Bon, tu prends sur toi, hein, tu arrives au boulot et puis tu croises Jocelyne qui ne te dit même pas bonjour et t'attaque directement sur un premier dossier. Ok, ça fait surgir encore une émotion en toi et tu prends sur toi et tu souris et tu ne dis rien. Et puis tu pars en réunion un peu plus tard dans la matinée et Bernard te fait une remarque déplacée, peut-être même que tu sens que tu n'es pas respecté dans ton travail, etc. etc. Tu as compris le principe, dans ta journée, tu vas vivre une somme de petits événements qui vont aller te déclencher sur le plan émotionnel. Toutes ces petites émotions, tu l'as compris, étant de l'énergie accumulée, donc des tensions accumulées dans ton corps. Alors, je t'ai pris l'exemple du boulot, mais évidemment, ça peut être dans toute autre situation de ta vie. Et tu peux transposer ça, par exemple, hein, là j'y pense, vu qu'on est dans la période, tu peux transposer ça aux fêtes de Noël. Ça va être un temps particulier, hein, souvent un temps de retrouvailles avec la famille, et pour beaucoup, un temps de pression sociale. Donc observe hein, dans ta vie comment tu peux transposer cette petite histoire que je suis en train de te raconter. Alors bref, reprenons le cours de notre histoire. Tu as accumulé une quantité d'émotions que tu as encaissées au cours de ta journée et tu rentres chez toi le soir. Et alors là, pour une broutille, ton mari qui a oublié un truc que tu lui avais demandé de faire, ou ta femme, hein, évidemment, tes enfants qui font un peu trop de bruit, ou toute autre chose, tu exploses. L'effet cocotte minute. Bon, eh ben, l'air de rien, toi, en explosant, ça va mieux. Ton système nerveux a pu se décharger d'une quantité de tension accumulée. Alors certes, tu as mis une mauvaise ambiance, et certes, tu as peut-être le contre-effet derrière de la culpabilité, tout ça, mais en tout cas, ton système nerveux, lui, s'est déchargé. Bon, l'autre solution, c'est que tu épargnes tes proches, hein, tu prends encore sur toi en cette fin de journée, et puis peut-être que tu vas avoir un peu du mal à t'endormir. Et c'est reparti le lendemain pour une nouvelle journée. Rebelote, ainsi de suite. Tu peux tenir quelques semaines comme ça, quelques mois. En général, quand même, c'est le genre de situation qui te fait terminer en burn-out. C'est vraiment le mécanisme basique du burn-out. Bon, maintenant qu'on a dit ça, j'espère que tu as bien compris que mon propos, c'est pas de te dire que la solution, c'est d'exploser sur tout le monde. Même si ton système nerveux est content, on est quand même dans l'optique d'essayer de fonctionner ensemble, d'avoir des relations harmonieuses avec nos proches et d'apprendre à composer autrement avec ces pics de stress et avec ces tensions. Ce que je suis en train de te dire, c'est observe-toi. Je te l'ai dit, je te le répète encore une dernière fois pour que ce soit clair, le stress engendre 3 comportements. L'attaque, la fuite, l'inhibition de l'action, faire le mort. Alors on a un quatrième point, un quatrième comportement qui a été rajouté plus récemment. Je n'aurai pas le terme en français parce que la plupart des connaissances qu'on a sur le système nerveux et sur le stress à l'heure actuelle nous viennent du monde anglo-saxon. C'est le fawning, F-A-W-N-I-N-G.
Donc en gros, c'est le fait d'être un people pleaser. C'est encore très très français, donc si je te le retraduis, c'est en gros ce comportement où tu vas surtout chercher à faire plaisir à l'autre, où tu vas essayer de ne pas faire de vagues, d'aller dans le sens du courant, donc éviter absolument les conflits et essayer de contenter un petit peu tout le monde. En fait, je pense que ce quatrième comportement-là, c'est un peu un mix de la fuite et de l'inhibition de l'action. Information d'importance. Observe-toi pour aller voir comment dans les différents scénarios de ta vie tu peux adopter l'une ou l'autre de ces attitudes. Par contre, zéro culpabilité à avoir parce que c'est pas vraiment toi qui choisis. Là, on est sur ton cerveau reptilien qui prend les commandes et t'as pas trop ton mot à dire. Ton cerveau reptilien, c'est lui qui gère ta survie en cas de danger. Donc dès l'instant que ce système-là, ton système nerveux associé à ton cerveau reptilien considère que tu es en danger, ils récupèrent les rênes et ils te font adopter un de ces trois ou quatre modes-là. Là, on va être d'abord sur un temps d'observation. Quels sont tes modes par défaut? Et peut-être qu'ils sont différents selon que tu sois dans ton travail, avec ta famille, avec des amis. Regarde un petit peu comment ça se passe pour toi dans tes différentes interactions sociales. Ce que j'ai envie de te dire encore, c'est que tant que tu es dans ces 4 comportements, tu n'es pas libre. Tu es dans des mécanismes de survie. Et bien souvent, ça va créer des situations que tu ne souhaites pas créer. Tant que tu es dans ces 4 comportements, tu n'es pas dans une posture de courage. Tu ne peux pas. C'est ton cerveau reptilien qui a les commandes. Et ton cerveau reptilien, il n'est pas courageux, il est en mode survie. Donc, il est en mode peur. Et il est complètement défini par ce mode peur. Une fois encore, zéro culpabilité, zéro jugement. Je te montrerai plus tard et je te donnerai plus tard des pistes pour savoir comment sortir de ces modes par défaut. Mais chaque chose en son temps. Il faut déjà que tu t'observes dans ces modes et que tu les comprennes bien. Et je peux t'assurer que c'est un chemin ensuite pour en sortir. Moi, je suis encore en chemin. Je pense que tous les humains sur cette planète sont encore en chemin. Donc quand je te dis observe-toi, ça va être notamment, regarde si tu es plutôt câblé pour aller à la confrontation et au passage en force. Regarde si tu es plutôt câblé pour avoir tendance à éviter les conflits, contourner un peu les obstacles, quitter le navire en cas de galère. Regarde si tu es câblé pour avoir plutôt tendance à faire le mort, voire à te dissocier, c'est-à-dire ton corps est là mais ton esprit est plus vraiment là, voire à avoir des comportements d'addiction qui te permettent d'échapper un peu à la réalité. Ça peut aussi être en lien avec ce troisième mode de l'inhibition de l'action. Je me dissocie, je sors, je m'extrais de la situation, je m'extrais du réel d'une façon ou d'une autre. Regarde si tu es câblé plutôt dans des tendances à vouloir contenter tout le monde et te sacrifier un petit peu pour éviter de déplaire. Observe-toi. Et peut-être que tu vas voir que tu as un petit peu de tout ça d'ailleurs, dans différentes situations. Comprends en tout cas que tous ces mécanismes viennent mobiliser une quantité d'énergie importante dans ton corps et te mettre sous tension. Même en inhibition de l'action, même quand tu es en train de sortir complètement et de te dissocier, c'est juste que tu n'es plus en contact avec ton corps, mais ton corps, lui, il est en tension. Je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. Je t'ai déjà dit énormément de choses. Tu vas avoir plein de choses à observer dans ta vie quotidienne. Prends le temps d'intégrer toutes ces informations. Prends le temps surtout d'observer comment ça résonne dans ta vie à toi, dans tes comportements à toi, dans tes schémas à toi. Et s'il te plaît, vraiment, je l'ai déjà dit, mais j'insiste encore, sois extrêmement curieux et sans jugement pour la personne que tu es.
Si tu as mis en place ces mécanismes dans ta vie, c'est qu'à un moment donné de ton existence, c'était essentiel pour toi de le faire. Je te propose de terminer cette vidéo en te montrant quand même 2 mouvements. Oui, la vidéo est un peu longue, mais ça m'embête de te laisser sur toute cette théorie sans quand même te transmettre quelques outils qui vont te permettre de commencer à savoir comment relâcher toute cette énergie accumulée. C'est des mouvements que tu pourras aussi faire avec tes enfants si tu en as. C'est des mouvements que tu pourras transmettre à ton entourage si ton entourage est ouvert. Je te les partage bien volontiers parce que je pense qu'il est grand temps que notre société sache mieux réguler son énergie, ses tensions, son stress. Et voilà, c'est aussi comme ça qu'on va arrêter d'exploser à la figure les uns des autres et qu'on va trouver plus d'harmonie dans nos relations. Allez. Alors tu vas voir, c'est des mouvements basiques. Aussitôt tu vas les tester, aussitôt ils vont à nouveau faire partie de toi parce qu'en fait ils sont déjà là. C'est juste que tu les as oubliés. Le premier, très facile, du shaking. J'ai pas d'équivalent en français. Bon, on va se secouer. C'est juste, on va secouer tout le corps. Donc basique. Tu prends ton corps et tu le secoues. Tu peux secouer tes mains, tu peux secouer tes bras, tu peux secouer tes épaules, tu peux secouer tout ton corps. Tu peux taper des pieds, voilà, tu secoues, tu peux trouver différents rythmes, sautiller, et tu peux aller plus ou moins vite. Voilà, essaye différents mouvements. Voilà, c'est aussi bête que ça. Secoue, 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 et tu sens en même temps que tu secoues l'énergie qui peut se dégager. Tu peux même faire du bruit si tu es tout seul. Voilà, tu peux secouer comme ça, un pied, l'autre pied. Fais tes tests. Fais-le le temps nécessaire, écoute comment c'est dans ton corps et fais-le jusqu'à ce qu'il y ait une charge d'énergie qui soit relâchée. Ça, c'était pour le premier mouvement. Soit dit en passant, ça marche aussi quand tu es en inhibition de l'action ou alors très très fatigué. Pour te ramener au réel, pour te ramener en énergie, pour te ramener dans ton corps. Donc c'est vraiment ce genre de mouvements, ils vont servir à réguler dans les deux sens. Soit pour relâcher ce qui est en trop, soit pour amener de l'énergie quand il n'y en a pas assez, ou pour revenir au corps quand tu n'es plus complètement dedans. Deuxième mouvement, tout aussi basique, lequel je te montre. Ouais, je vais te montrer celui-là. C'est un mouvement de percussion tout bêtement. Donc tu vas venir percuter ton corps. Tu peux commencer par ton bassin. Tu vas faire tout le tour du bassin. Fais vraiment tout le tour et sens comment ça résonne aussi dans tout ton corps, comment ça résonne dans ton squelette. Si possible, il faut que ça vibre jusque dans le squelette. Et puis tu peux aller faire un petit peu tout le corps comme ça. Les cuisses, le devant des cuisses, l'arrière des cuisses. Tu fais tout ce que tu veux tester. En fait, si tu peux descendre jusqu'en bas, tu descends jusqu'en bas. Tu peux remonter aussi la cage thoracique. Tu peux même faire des bruits avec la voix, si tu peux, si tu es tranquille chez toi. Ok, tu peux faire les épaules, les bras. Je te le fais en accéléré, mais l'idée c'est que tu ailles tester pour toi le temps nécessaire. Les fessiers. Donc tu testes. Tu fais ça le temps nécessaire pour aller relâcher aussi de l'énergie. Et là encore, on peut utiliser ce mouvement-là soit pour évacuer le trop-plein, soit au contraire pour se ramener en énergie et pour se ramener dans son corps quand on n'y est plus complètement. Voilà, tu me diras, j'espère, comment c'était pour toi d'essayer ces 2 exercices. À très bientôt pour la prochaine vidéo, parce que j'ai encore plein de trucs à te dire.